L'explosion du graffiti en France et sa reconnaissance. Introduction. Dès la fin des années 1970, et plus nettement au milieu des années 1980, le mouvement graffiti connaît en France une véritable effervescence. Sous l'impulsion directe de la scène new-yorkaise, à travers les échanges culturels, les artistes voyageurs et la circulation des images, cette pratique s'enracine progressivement dans le paysage urbain français. Elle est portée d'abord par une génération d'artistes pionniers, puis par une seconde génération. Parmi les figures marquantes de cette période fondatrice, on peut citer Bando, Mode2, Jewan Ramier, Ski, John One, H2, Darko, Gawki, ou encore Banga. À cette dynamique s'ajoute une influence américaine, directe ou indirecte, incarnée notamment par des artistes tels que Dondi, Futura 2000, Lady Pink, Sin, ou Cool Cour. Dans ce contexte émergent également d'autres acteurs majeurs de la scène française, parmi lesquels Méo, Nasty, Comer, Boxer, Honnête, Tilt, Oeno, Colors, Lokis, Popeye, O'Clock, Congo, Chuktu et bien d'autres encore, issus de contextes et de territoires variés. Son développement n'obéit pas à une progression linéaire. Il se manifeste simultanément dans des espaces aussi divers que Paris, les régions, les territoires ultramarins, les institutions culturelles, les universités, les collèges et lycées, ou encore les collectivités locales. L'ensemble compose une dynamique plurielle, mobilisant artistes, crews, pédagogues, chercheurs, acteurs associatifs et professionnels de la culture, qui ont collectivement façonné un champ artistique désormais reconnu. Par le jeu des circulations esthétiques, des croisements de pratiques et des échanges entre la rue, l'art contemporain et les institutions culturelles, ces pionniers ont contribué à inscrire le graffiti français dans une dynamique qui a favorisé une polysémie des formes, des codes et des usages. Ils ont ainsi participé à un processus d'artification qui a progressivement transformé une pratique marginale en un objet de reconnaissance culturelle et artistique. La question qui traverse cette histoire est la suivante: comment le graffiti, importé de New York et longtemps marginal, s'est-il structuré en France jusqu'à devenir un champ artistique reconnu, sans perdre la pluralité de ses formes et de ses usages? Pour comprendre ce processus, il convient de revenir là où le mouvement s'est d'abord structuré, à Paris, autour des premiers artistes transnationaux. 1. Les pionniers et la structuration du mouvement. Au sein de cette première génération, Bando occupe une place singulière. Franco-américain, il est souvent considéré comme l'un des pères fondateurs du graffiti en France. En contact direct avec la matrice new-yorkaise, il importe sur le territoire français un style old school très lettré, à la fois rigoureux et expressif. Véritable catalyseur, Bando tisse des liens durables entre les scènes françaises, anglaises, allemandes, américaines et hollandaises, contribuant à la structuration d'un réseau transnational de graffeurs. Membre de plusieurs crews emblématiques TCA, BBC et CTK, il fédère autour de lui une nouvelle génération d'artistes et participe à l'élaboration d'un langage visuel commun, fondé sur des codes, des pratiques et des formes partagées. Dans cette dynamique, Mode2 se distingue par une approche profondément novatrice. Né à l'île Maurice, installé à Londres puis à Paris, il est membre des TCA. Il introduit dans le graffiti en France la figure humaine, rompant avec la prédominance du lettrage abstrait. Par un geste narratif et sensuel, Mode2 redéfinit le rapport du graffiti à la représentation et à l'émotion, ouvrant le champ du graffiti à une dimension figurative et expressive élargie. Son écriture impose une sensibilité nouvelle, qui élargit les possibles esthétiques du mouvement et influence durablement la scène européenne et francophone. Jewan, également connu sous le nom de Ramier, né en Guadeloupe et actif à Paris dans les années 1980, s'inscrit lui aussi dans cette première vague. Membre du BBC et proche de Bando, il revendique un style wild style, énergique et labyrinthique. Son travail sur le lettrage traduit la vitalité brute des origines new-yorkaises, tout en s'enracinant dans une identité multiculturelle qu'il définit comme afro-caribéenne européenne. Parallèlement à sa pratique du graffiti, Jewan développe un discours visuel nourri par la mémoire afro-diasporique, la musique et la culture populaire, illustrant la capacité du graffiti à articuler expression artistique, identité et mémoire collective. Cette hybridation fait de lui un artiste à la croisée du graphisme, du dessin et de la peinture. Enfin, John One, artiste d'origine dominicaine né à Harlem, à New York, incarne la rencontre entre le graffiti de rue et l'art contemporain. Initié au tag dès l'adolescence et fondateur du collectif 156 All Stars, il s'installe à Paris à la fin des années 1980, invité notamment par des acteurs de la scène locale tels que Bando. Il transpose alors son langage mural sur la toile, opérant un déplacement du support et du contexte de réception, et donnant naissance à des compositions marquées par des explosions chromatiques, des gestes libres et des rythmes abstraits.
Devenu une figure internationale du street art, John Wayne expose à travers le monde, participant ainsi à la reconnaissance institutionnelle et marchande du graffiti, tout en restant profondément marqué par ses racines urbaines. Dans la continuité de ses racines urbaines et de cette structuration pionnière, Banga apparaît comme une figure charnière. Il incarne une démarche artistique qui articule la fresque murale, l'innovation technique et la transmission des savoirs, ouvrant ainsi un passage entre la rue et la pédagogie. 2. Banga, un passeur entre technique, rue et pédagogie. Banga, originaire de Guadeloupe et arrivé très jeune à Paris, s'impose comme une figure essentielle de cette période de structuration et de transmission du graffiti en France. Ancien danseur de break devenu graffeur, il développe une pratique singulière, à la croisée de la technique, de la création artistique et de la pédagogie. Son usage de l'aérographe et la réalisation de fresques monumentales témoignent d'une volonté d'expérimentation formelle et d'inscription durable dans l'espace urbain. Membre des collectifs TRP qui signifie The Renegade Painter, et PAW, Police Against Writers, Banga est l'auteur de réalisations emblématiques, notamment sur les palissades du Louvre, qui participent à la visibilité et à la légitimation du graffiti dans l'espace public. Il fonde également le collectif Basalt Expression Murale, dédié à la transmission et à la sensibilisation au graffiti à travers des stages et des ateliers, affirmant ainsi une démarche de médiation culturelle et éducative. Inventeur du jet aiguille, un système de cap permettant un tracé fin et précis, Banga incarne une forme d'artisanat créatif, où l'innovation technique devient un levier d'expérimentation esthétique. Son engagement dans des dispositifs universitaires, notamment à l'Université Paris 8, illustre un dialogue fécond entre l'espace public, la pédagogie et la recherche, inscrivant le graffiti dans une logique de savoir partagé. À travers son parcours, Banga apparaît ainsi comme un passeur entre la rue, la technique et la pédagogie, contribuant à l'artification progressive du graffiti sans rompre avec ses racines urbaines. Il est également une figure centrale de la culture hip-hop parisienne, ainsi que le moteur et l'éditeur de la Street Dream Gallery, lieu alternatif d'art urbain où se rencontrent vente, exposition, pratique hip-hop et soutien aux artistes émergents de la scène graffiti et street art. La galerie accueille œuvres graffiti, fresques, collages, performances et événements culturels, participant à la reconnaissance de formes artistiques issues de la rue dans des espaces hybrides, entre indépendance et institutionnalisation. Cette dynamique individuelle et transversale s'articule au sein de collectifs structurants, les crews, lieux d'échange, d'apprentissage et de transmission, qui forment l'armature du mouvement et permettent de penser le graffiti comme un champ social et esthétique collectif. 3. Les crews, collectifs structurants et armature du mouvement. En sociologie du graffiti, le crew désigne un collectif composé de plusieurs graffeurs, généralement au minimum 2 individus, pouvant en regrouper plusieurs dizaines selon les contextes. Une spécificité fondamentale du graffiti réside dans la possibilité, pour un même artiste, d'appartenir simultanément à plusieurs crews. Cette pluralité d'appartenance favorise la circulation des styles, des techniques et des territoires, tout en renforçant les réseaux relationnels du mouvement. Dans une logique de transmission horizontale, les membres d'un crew partagent des pratiques, échangent des savoir-faire, confrontent leurs esthétiques et occupent collectivement l'espace urbain. Les crews constituent ainsi l'un des piliers structurels du graffiti, ils permettent l'apprentissage informel, la consolidation des identités stylistiques, la compétition symbolique, mais aussi la pérennisation des pratiques. À ce titre, ils forment une véritable armature collective, sans laquelle le graffiti ne pourrait se maintenir ni se diffuser. Dès les premières décennies du mouvement, et sur une période de plus de 20 ans, plusieurs collectifs jouent un rôle déterminant dans la structuration du graffiti en France. Parmi les plus influents figurent notamment le BBC qui signifie Bad Boy Crew, le CTK, Crime Time Kings, le FBI, Fabulous Bomb Inability, le TCA, The Chrome Angels, le TPK, The Psychopath Clan, et le VMD, Vandal Mes Diplomates. À ces collectifs s'ajoutent également 132, TDS, ZBK, UV qui signifie Ultra-Violent, 93 MC, 93 NTM, MAC qui signifie Mort aux cons et TCP signifie The Cobra Power, ainsi que des groupes comme TRP, The Renegade Painters, PAW, Police Against Writers, et des structures à vocation pédagogique telles que Basalt et Mac Crew, signifiant également Mur à l'art création, pour le festival Cosmopolite. Ces crews investissent massivement les métros parisiens, les tunnels, les friches industrielles et les murs périphériques, développant une culture fondée à la fois sur la solidarité interne, l'émulation stylistique et la maîtrise technique. Leur action contribue autant à la visibilité du graffiti qu'à la construction d'un récit collectif, dans lequel la reconnaissance du mouvement se joue aussi bien dans les pratiques de terrain que dans leur mise en mémoire. Dans ce cadre collectif, certaines figures apparaissent comme emblématiques. Nasty,
issu de la banlieue parisienne, incarne la continuité d'un graffiti profondément ancré dans la pratique du métro et des transports. À travers des lettrages classiques et des couleurs vives investissant des rames et des surfaces mobiles, il participe à une diffusion massive et quotidienne des styles urbains. Même lorsqu'il s'oriente vers des formes plus institutionnelles, son travail conserve l'empreinte d'une authenticité underground, attestant d'un rapport direct et persistant à la ville et à ses flux. Comer, également connu sous le nom de Comer Obeka, actif dès l'adolescence dans les années 1980, se distingue par une énergie vive et un style incisif. Son rôle dépasse toutefois la seule production plastique, par ses publications et ses travaux d'édition, tels que Paris City Graffiti ou Marqué à vie. 30 ans de graffiti vandale, il contribue à la construction d'une mémoire graphique du mouvement, participant ainsi à son historicisation et à sa reconnaissance patrimoniale. Méo, enfin, appartient à la génération des tout premiers graffeurs parisiens. Ses compositions murales complexes et son lettrage puissant ouvrent la voie à une reconnaissance artistique plus large du graffiti. Le freestyle constitue pour lui un mode d'expression privilégié, permettant de traduire émotion, mouvement et action, et inscrivant le geste graffiti dans une dynamique corporelle et expressive, héritée de l'énergie originelle du mouvement. Parallèlement à ces dynamiques parisiennes, et possiblement en écho à l'émission hip-hop de Sydney et Play HIPHOP, diffusée sur TF1, le graffiti se développe très rapidement dans d'autres villes et territoires d'outre-mer, témoignant d'une diffusion nationale et d'une appropriation locale diversifiée. Par ailleurs, le graffiti existait avant l'émission, mais l'émission a joué un rôle d'amplificateur symbolique. 4 acteurs régionaux et essaimage national. Si Paris reste le cœur du graffiti dans les années 1980, le mouvement se diffuse très rapidement dans toute la France et dans les territoires d'outre-mer. De nombreux foyers régionaux émergent, portés par des artistes et des collectifs locaux qui assurent l'enracinement national du graffiti. Parmi les scènes les plus significatives, Strasbourg se distingue avec Wiz. À Toulouse, des artistes comme Tilt, Dare, Réseau et CET s'imposent, faisant de la ville un véritable laboratoire d'expérimentation plastique et calligraphique. À Lyon, Brusque, Car, Zoher et Lecto développent un travail soutenu sur la lettre et la forme. À Marseille, Nobi, Hawk, Che et EGS apportent une identité méditerranéenne et territoriale au mouvement. À Lille, Alexon d'Isaac et Poche s'imposent comme des figures emblématiques du Nord. Du côté de Nantes et Rennes, Adair, Semor, Mia et Sly 2 incarnent des scènes régionales actives dès les années 1990. Enfin, à La Réunion, Jess illustre une influence ultramarine et un dialogue artistique entre l'île et la métropole. D'autres villes, comme Bordeaux, Grenoble, Metz, Clermont-Ferrand ou Rouen, voient également émerger des scènes locales et des crews, contribuant à enrichir le panorama national. Ces dynamiques régionales sont souvent liées aux cultures hip-hop locales breakdance, DJing et rap et témoignent de la diversité géographique et sociale du graffiti, tout en maintenant des liens avec le mouvement parisien et international. 5 pochoiristes et artistes du hors-format, une autre généalogie. Parallèlement au graffiti, lettré, importé de New York, une tradition française d'interventions urbaines se développe et se modernise dès les années 1970, autour du pochoir, de l'affiche, de la sérigraphie et d'autres techniques d'intervention dans l'espace public. Ces pratiques, souvent antérieures aux années 1980, constituent un terreau spécifique qui contribue à la singularité française de l'art urbain. Cette autre généalogie est portée par des figures majeures telles que Ernest Pignon-Ernest, Jeff Aérosol, Mystique, Blake le Rat, Epsilon. Ou Jérôme Ménager. Par l'inscription de la figure humaine, de la mémoire politique du texte et de l'imaginaire poétique dans la ville, ces artistes élargissent les formes et les usages de l'intervention urbaine. En investissant durablement l'espace public, ils contribuent à normaliser la présence artistique dans la rue et à déplacer les frontières entre art, militantisme, poésie visuelle et pratiques urbaines. Leur travail participe ainsi à l'élargissement de la notion même d'art urbain, préparant un terrain favorable à la reconnaissance ultérieure du street art et du graffiti dans les champs institutionnels et culturels. 6. Une reconnaissance médiatique progressivement. Les années 1980 et 1990 sont marquées par une forte répression du graffiti, nettoyage systématique, politiques anti-tag et criminalisation des pratiques. Durant près de 2 décennies, le graffiti reste majoritairement associé à l'illégalité et à la dégradation de l'espace urbain. Pourtant, parallèlement à cette stigmatisation, le regard médiatique évolue progressivement. À travers des documentaires, des reportages et des émissions culturelles, les médias commencent à rendre visible la diversité du mouvement, ses acteurs, leurs motivations, leurs techniques et les dynamiques locales qui l'animent. Cette médiatisation participe à une meilleure compréhension du graffiti et contribue à sa transmission symbolique,
tout en jouant un rôle central dans son processus d'artification. La médiatisation du graffiti, et plus largement de la culture hip-hop, doit beaucoup à Sidney, danseur, DJ et animateur, créateur de l'émission HIP, HOP, diffusée en 1984 sur TF1. Pendant une année, cette émission pionnière en France, et l'une des premières au monde, offre au grand public une visibilité inédite des codes de la culture hip-hop, danse, rap, DJing et graffiti. Vue par des millions de téléspectateurs, l'émission contribue à l'identification sociale et culturelle du mouvement, accélérant son inscription durable dans les imaginaires collectifs. Elle constitue ainsi un moment charnière, où une culture jusque-là marginalisée commence à être reconnue, nommée et partagée à l'échelle nationale. Cette reconnaissance institutionnelle, collège, lycée, université, musée, exposition et patrimonialisation. À partir de la fin des années 1970 et du début des années 1980, les premiers tags et lettrages importés de New York apparaissent en France. Les signatures se multiplient et les premiers crews se constituent, portés par des figures pionnières telles que Bando, Mode2, G1, Banga, H2, Darko, et d'autres acteurs du mouvement. Durant les années 1980, le mouvement connaît une expansion rapide à Paris, marquée par l'émergence d'une première génération d'artistes, la multiplication des crews et le développement massif des pratiques dans le métro, sur les palissades et dans les friches urbaines. À la fin des années 1980, et durant les années 1990, certains artistes amorcent un processus de professionnalisation progressive. Les voyages internationaux, les collaborations transnationales et les premières expositions hors de l'espace strictement urbain contribuent à une diversification des techniques et des supports. Des figures comme John One ou Mode2 incarnent cette transition, entre rue, atelier et galerie. Les années 2000 marquent une étape décisive dans la reconnaissance institutionnelle du graffiti. Les grandes expositions se multiplient, les rétrospectives apparaissent, et les artistes issus de la rue intègrent progressivement les galeries, les centres d'art et les musées. Dans ce contexte, du 27 mars au 26 avril 2009, le Tag au Grand Palais à Paris, est une exposition organisée par Alain-Dominique Galizia, sur le même thème qu'est l'amour. Cette exposition s'appuie sur des grands noms du graffiti. De plus, l'exposition née dans la rue Graffiti, présentée en 2009 à la Fondation Cartier pour l'art contemporain, constitue un jalon majeur. Elle marque une reconnaissance officielle du graffiti dans le champ de l'art contemporain et révèle, pour la première fois en France, des scènes internationales comme celle des pixadors brésiliens. C'est dans ce contexte de reconnaissance croissante que s'inscrit mon initiative par l'intermédiaire de l'association Jeunesse et Entreprises du 93. Je pilote et mets en forme un projet pédagogique. De 2009 à 2010, alors que je travaille au collège Pablo Neruda à Aulnay-sous-Bois, je réponds à un appel à projet porté par le Club 93, association dirigée par Monsieur Moreau, en partenariat avec l'Académie de Créteil. Ce projet, mis en place dans plusieurs collèges et lycées de Seine-Saint-Denis, avait pour finalité une exposition collective sur le thème des métiers, présentée du 17 au 20 mai 2010 dans le hall de l'illustration de l'Université Paris 13 à Bobigny. En tant qu'acteur pédagogique, je mets rapidement en place un atelier graffiti au sein de l'établissement. Les séances, organisées sur plusieurs semaines, s'inscrivent dans une pédagogie de projet étroitement liée à la pratique artistique. J'invite également Gary, camarade de l'Université Paris 8, en tant qu'intervenant extérieur. Après une phase d'engouement initial, le groupe d'élèves se stabilise, permettant un travail approfondi. L'enseignement des arts plastiques articule directement création et réflexion. Par le dessin, l'étude des formes, les méthodes de construction du lettrage, la composition, le découpage, les proportions, les fioritures, les surcontours et les styles des flops au lettrage plus complexe, les élèves développent des compétences à la fois créatives et réflexives. Les séances se déroulent tantôt en salle de classe, tantôt en extérieur, dans la cour ou sous le préau. Munis de masques, les élèves utilisent des bombes aérosols, des Posca et divers matériaux, favorisant une démarche expérimentale associant action, réflexion et questionnement sur les processus créatifs. Les productions prennent forme sur des supports en carton plume et se prolongent par des pratiques de sérigraphie artisanale sur t-shirt. L'objectif est d'apprendre à concevoir, réaliser et adapter des projets artistiques avec autonomie et esprit critique. Au-delà de la pratique, les élèves acquièrent un vocabulaire technique adapté et sont sensibilisés à l'histoire du graffiti, à la lutte anti-graffiti, au ras-le-bol de la SNCF, à la période post-graffiti, dans un but d'être sensibilisés aux limites et au respect des règles. Ainsi, comprendre la motivation des graffeurs, aux jams, aux battles, aux règles implicites du graffiti et au graffiti business. Cette approche vise une éducation à la culture artistique et visuelle,
fondée sur des documents de référence, documentation spécifique, livres d'exposition, abécédaire d'artistes graffiti et documentaires majeurs sur le mouvement. Dès le début de l'année scolaire, avant la fin novembre 2009, une sortie pédagogique est organisée afin de visiter l'exposition née dans la rue, Graffiti à la Fondation Cartier pour l'art contemporain. Cette confrontation directe avec des œuvres reconnues institutionnellement favorise le développement de l'esprit critique et de la sensibilité esthétique des élèves, les encourageant à analyser, comparer et formuler des points de vue argumentés. Dans une approche interdisciplinaire et ouverte culturellement, les séances intègrent également des documents issus du CIDJ de Paris autour de la thématique des métiers. Chaque élève choisit un métier, différent pour chacun, sage-femme, ingénieur, avocat, médecin, entre autres, et l'ensemble des productions aboutit à une exposition officielle à l'Université Paris 13. Les élèves du collège Pablo Neruda reçoivent plusieurs distinctions, dont le premier prix du jury, récompensant le travail accompli. Cette exposition constitue un moment fort, pour la seconde fois, les élèves expérimentent le lien entre production, présentation et réception, mais cette fois-ci dans un cadre institutionnel universitaire, avec leurs propres œuvres mises en valeur. Par la suite, d'autres événements confirment cette reconnaissance institutionnelle du graffiti qui devient street art dans une pratique artistique plus élargie. En 2013, le projet éphémère Tour Paris 13, organisé par Mehdi Ben Cheikh avec le soutien de la mairie du 13e arrondissement de Paris, réunit plus d'une centaine d'artistes de 18 nationalités pour mener un projet sur une durée de plusieurs mois. Ainsi, les artistes ont investi plus de 4500 mètres carrés de surface au sol, des pans de murs et plafonds, 9 étages et sous-sol, avec 36 appartements de 4 à 5 pièces. Cette initiative affirme la dimension sociale et architecturale du street art. En 2014-2015, l'exposition Street Art, l'innovation au cœur d'un mouvement, présentée à l'espace EDF, met en lumière les nouvelles pratiques, de l'anamorphose au numérique. En 2015, le pressionnisme, organisé par Alain-Dominique Galizia à la Pinacothèque de Paris, explore les liens entre gestualité graffiti et peinture, de Basquiat à Bandeau. Enfin, en 2024-2025, l'exposition itinérante Aérosol, une histoire du graffiti en France, 1960-1985, présentée à Rennes puis à Nancy, réaffirme la profondeur historique et documentaire du mouvement. À ces jalons s'ajoutent de nombreuses expositions locales, festivals de street art, résidences et commandes publiques qui, sur plus d'une décennie, ont contribué à l'artification progressive d'une pratique née de la rue, sans effacer la pluralité de ses formes, de ses usages et de ses acteurs. 8. Enseignement et recherche, le rôle des passeurs académiques. La rencontre entre le graffiti et le monde universitaire en France constitue un phénomène pionnier à l'échelle mondiale. Elle doit beaucoup à l'action conjointe de chercheurs engagés et d'artistes passeurs issus du terrain, au premier rang desquels figurent Georges Lapassade et Jacky Lafortune. Georges Lapassade, directeur du département sciences de l'éducation, professeur d'ethnologie et de sciences de l'éducation à l'université Paris 8, est également philosophe, sociologue et anthropologue. Figure majeure des pédagogies critiques et de l'analyse institutionnelle, il s'intéresse dès la fin des années 1980 aux cultures émergentes, et notamment au mouvement hip-hop qu'il appréhende comme un fait social total. Dès 1989, il engage un travail de recherche et de réflexion sur ces pratiques, à travers de nombreux articles dont Qu'est-ce que le hip-hop ? Et des ouvrages de référence tels que Le rap ou La fureur de dire. Son approche ethnographique, fondée sur l'observation participante et la pédagogie active, l'amène à reconnaître le graffiti comme un objet d'étude à part entière. En intégrant cette pratique dans ses enseignements et ses travaux de recherche, il ouvre pour la première fois les portes de l'université à un art issu de la rue. Cette initiative, véritable première mondiale, amorce un processus de formalisation scientifique, épistémologique et culturelle du graffiti. Celui-ci cesse alors d'être uniquement perçu comme une pratique marginale ou déviante, pour devenir un objet de savoir légitime, officialisé au sein d'institutions d'État. Dans cette continuité, Jacky Lafortune est légitimement choisi pour encadrer l'atelier graffiti à l'université Paris 8. Enseignant-chercheur, il s'attache à faire dialoguer pratiques urbaines et pédagogie universitaire, à travers des unités d'enseignement, des colloques et des projets de recherche appliqués. Il contribue à structurer un espace de réflexion où artistes, étudiants et chercheurs se rencontrent autour du graffiti, non seulement comme pratique artistique, mais aussi comme objet d'analyse sociale, culturelle et éducative. Le film Paris 8, la fac hip-hop, un mur, des bombes, une UV témoigne de cette expérience singulière. Il documente la rencontre entre artistes, étudiants et enseignants, et marque une étape symbolique dans la reconnaissance académique du graffiti. Ce moment cristallise le passage d'une culture de rue à un champ de recherche institutionnalisé,
sans pour autant rompre avec les logiques du terrain. Ce travail de passeurs académiques et artistiques se prolonge à travers de nombreuses initiatives locales, ateliers, résidences, programmes éducatifs et collaborations interdisciplinaires. Des figures telles que André, Mambo, Banga, RCF, ainsi que d'autres acteurs de la scène urbaine, participent à articuler pratique, transmission et recherche. Ils contribuent à faire du graffiti un objet de savoir à part entière, inscrit dans un processus de formalisation épistémologique, tout en maintenant un lien fort avec ses origines sociales, urbaines et culturelles. L'histoire du graffiti en France met ainsi en lumière un processus de transmission plus qu'un simple phénomène esthétique. Transmission de gestes, de codes, de récits et de techniques, mais aussi de valeurs, d'expériences et de savoir situés. Les artistes, les crews, les pédagogues et les chercheurs qui ont accompagné ce mouvement ont joué un rôle déterminant de passeurs, permettant au graffiti de circuler entre la rue, l'école, l'université et les institutions culturelles. C'est dans cette capacité à se transmettre sans se normaliser entièrement que réside sans doute la singularité et la vitalité durable du graffiti.